Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour monsieur. La France a un nouveau gouvernement depuis hier. Est-ce que, comme beaucoup de Français, vous avez été surpris par notamment la nomination remarquée de Rachida Dati, ancienne sarkozyste ? Oui, bien sûr. J'ai été surpris par le retour dans une vie politique nationale de Rachida Dati, dont j'avais cru comprendre qu'elle souhaitait devenir avant tout maire de Paris. Mais ce qui m'a d'abord le plus frappé, si vous le permettez, peut-être avant de parler de Rachida Dati elle-même, c'est cette espèce de double tutelle sous laquelle le Premier ministre va évoluer. La tutelle, évidemment, du président de la République, et puis la tutelle de Nicolas Sarkozy, qui a placé ses affidés, ses plus proches. Rachida Dati était une des plus proche de Nicolas Sarkozy, et je trouve que cette double tutelle, cette tutelle croisée dans laquelle va évoluer Gabriel Attal, en dit long sur ses marges de manœuvre. Vous y voyez une emprise politique de Nicolas Sarkozy sur le macronisme ? À tout le moins, il y a à travers ces débauchages individuels qui ne sont pas, et peut-être on pourra en parler, qui ne sont pas une plateforme, j'allais dire, de travail ou de partenariat avec les Républicains, vont avoir des conséquences, et peut-être pas celles d'ailleurs qu'imagine le Premier ministre. Et pour Rachida Dati, d'abord je pense que c'est un coup politique qui est fait sur le dos du monde de la culture. C'est quoi les conséquences qui seraient pas celles que souhaite le Premier ministre ? Écoutez, où vous faites un partenariat, un accord avec un certain nombre de gens qui se situent aujourd'hui dans l'opposition, les Républicains, et vous menez une politique sur la base d'objectifs à atteindre ensemble. Ou vous faites des débauchages politiques. Et ces débauchages politiques hérissent ceux avec lesquels vous vouliez peut-être travailler. Et moi, je pense que débaucher des ministres sarkozystes comme Rachida Dati, Mme Vautrin, etc., ne vont pas permettre aux députés LR d'aller vers Gabriel Attal et vers la politique qu'il mène, mais au contraire, vont les hérisser terriblement et vont quelque part les radicaliser. De toute façon, un gouvernement, ça ne peut pas être, et c'est le problème de ce gouvernement, simplement un casting. Ça doit reposer sur une offre politique qui soit claire. Cette offre politique, on ne l'a pas. On a eu, à la nomination de Gabriel Attal, un Premier ministre, j'allais dire... Alors, on va revenir sur Gabriel Attal, mais d'abord un mot. Rachida Dati, vous lui reconnaissez une identité particulière sur la culture ? Alors, moi, je pense que c'est un coup politique, justement, fait sur le dos de la culture. Et ça, c'est pas bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en débauchant et en faisant venir Rachida Dati, en la positionnant au ministère de la Culture sur lequel elle n'a pas forcément exprimé dans le passé un avis. Moi, je suis par exemple, elle a la tutelle de la communication, donc de l'audiovisuel public. Qu'est-ce qu'elle pense de l'audiovisuel public ? Qu'est-ce qu'elle pense de France Info, de France Inter, de Radio France, de France Télévisions ? Dans le passé, j'ai cru comprendre qu'elle n'en pensait pas forcément toujours beaucoup de bien. Quelle est sa pensée et qu'est-ce qu'elle souhaite faire de tout ça ? Donc, on ne le sait pas, et on voit bien qu'elle a été positionnée ici pour faire ce coup politique. Je trouve dommage que ça se fasse sur le dos de la culture, qui est un beau ministère qui mériterait d'avoir quelqu'un qui a peut-être une réflexion. Je ne dis pas qu'elle n'en aura pas, parce que je ne sous-estime pas Rachida Dati, qui est travailleuse probablement, mais en tous les cas, le coup politique, il est fait sur le dos de la thématique de la culture, et ça, je le regrette. Elle est mise en examen aussi, notamment pour corruption passive dans l'enquête sur ses prestations de conseil auprès de l'ex-PDG de Renault, Carlos Ghosn. Est-ce que c'était normal de la nommer malgré cela, selon vous ? Mais moi, je suis attaché, nous on l'a toujours répété avec Marine Le Pen, à la présomption d'innocence, y compris lorsque cet attachement à la présomption d'innocence bénéficiait à nos adversaires. C'est parce que Marine Le Pen est mise en examen, non, mais elle aussi, on l'avait dit sur de l'indulgence pour non, mais c'est pas de vos l'indulgence, adversaires. c'est très important, c'est un pilier de notre état de droit. Et on l'avait dit pour Éric Dupond-Moretti, et on l'a dit grosso modo pour Gérald Darmanin lorsqu'il était accusé de viol. Moi, je pense que c'est un des piliers de l'état de droit. Quand vous êtes présumé innocent, vous devez pouvoir vous défendre. Quand vous êtes mis en examen, vous n'êtes pas condamné. Donc, il y a peut-être un faisceau d'indices qui permettent probablement cette mise en examen, mais vous ne devez pas être mis au pilori, vous devez pouvoir continuer à œuvrer, et puis la justice fera son œuvre, et si Rachida Dati devait être condamnée à terme, eh bien elle en tirera, j'en suis sûr, toutes les conséquences. Mais sincèrement, que ce soit pour qui que ce soit dans la classe politique, il faut respecter cette présomption d'innocence. Sébastien Chenu, parmi les nouveaux entrants, on parlait des personnalités de droite, il y a l'ancienne ministre de Jacques Chirac, Catherine Vautrin, nommée au travail, à la santé et aux solidarités. Vous la connaissiez puisqu'elle était notamment à l'UMP en même temps que vous. Catherine Vautrin, qui a été souvent jugée très conservatrice, notamment après son vote sur le mariage homosexuel. C'est un bon profil, ça, pour la santé ? Non, mais tout ça, si vous voulez, d'abord, c'est pas très neuf. Ça dit beaucoup de choses. D'abord, la place des femmes dans ce gouvernement a... Aucune femme au régalien. Voilà, a beaucoup rétrogradé. Aurore Berger était ministre plein des Solidarités, elle devient ministre déléguée. Aucune femme au régalien, ce qui nous ramène, je crois, à très loin en arrière. Et sincèrement, c'est pas un bon signe envoyé. Et qu'est-ce que ça dit, selon vous ?
C'est dit que le président de la République n'en a strictement rien à faire de la cause des femmes, que cette majorité prend avec beaucoup de désinvolture les combats qui aujourd'hui concernent les femmes dans ce pays. Nous l'avions vu, voyez-vous, avec la loi sur l'endométriose, qu'un de nos députés, Emmanuel Taché de la Pagerie, avec aussi le député Tanguy, portait à l'Assemblée nationale, où on avait souhaité que la prise en charge de l'endométriose soit faite par l'État. La majorité l'avait refusé. La cause des femmes, qui était soi-disant une grande cause nationale, ne les intéresse pas. Et je dois dire qu'à l'époque, heureusement qu'il y a eu à une époque Marlène Schiappa pour batailler un peu et qu'il y avait un peu d'envergure médiatique pour essayer de faire bouger les lignes, même s'il n'y a pas eu de grands résultats. La cause des femmes n'intéresse pas ce gouvernement. Alors, il y a quand même Amélie Oudéa-Castéra qui passe des sports à l'éducation et au sport, un grand ministère. Ça va je termine sur Catherine Vautrin. Oui. Il y a un an, elle était infréquentable parce qu'elle était trop conservatrice, elle avait fait la manif pour tous. Maintenant, elle est tout à fait fréquentable. C'est la même personne, hein. Pourtant elle n'a pas changé. Je pense que Catherine Vautrin est la même personne. Donc c'est le macronisme qui a changé ? Non, mais ça veut dire que c'est de la devanture. En fait, je veux dire, tout ça dit ce que je pense de ce gouvernement. C'est une sorte de Canada Dry, c'est-à-dire on vous fait croire quelque chose, on vous fait croire que ce gouvernement va être entre guillemets plus à droite. Moi, je ne sais pas trop ce que ça veut dire d'ailleurs. Plus à droite, ça veut dire quoi ? Plus libéral ou ça veut dire plus ferme ? Moi, je crois que ce gouvernement, il ne sera pas plus ferme. D'ailleurs, Rachida Dati va cohabiter avec Éric Dupond-Moretti. Olivier Véran est investi tête de liste, visiblement, de Renaissance. Donc, si vous voulez, quand on dit ce sera plus à droite, non, ça sème encore le trouble. C'est l'UMPS. On vous fait croire quelque chose, on vous fait croire que ce gouvernement va être plus à droite, que ça va être plus ferme. En réalité, c'est juste des débauchages sarkozystes qui donnent l'illusion de quelque chose qui pourrait être plus ferme. Et à la fin, on va le mesurer rapidement, parce que si le Conseil constitutionnel invalide la loi immigration, on verra ce qu'ils font. Eh bien, je pense qu'à la fin, tout ça est forcément déceptif. Je le disais, un Premier ministre de la parole, un gouvernement de l'image. Sébastien Chenu, vice-président de l'Assemblée nationale, député Rassemblement national du Nord. On se retrouve dans un instant, juste après le fil info de Diane Ferschit à 8h40. Et l'arrivée de figures de la droite dans ce gouvernement Attal, Rachida Dati à la culture, Catherine Vautrin au travail ainsi qu'à la santé. Autre surprise, la double attribution d'Amélie Oudéa-Castéra à 7 mois des Jeux Olympiques à Paris. La ministre des Sports devient aussi ministre de l'Éducation nationale, des sujets importants qui méritent pourtant des ministres à plein temps et pas à temps partiel, réagit le patron des députés socialistes Boris Vallaud. Et parmi ceux qui restent en place, Gérald Darmanin conserve le ministère de l'Intérieur. Éric Dupond-Moretti poursuit son action à la justice, tout comme Bruno Le Maire à Bercy, premier conseil des ministres tout à l'heure à 11h. L'opération défensive contre les rebelles Houthis au Yémen, opération menée par les États-Unis et le Royaume-Uni, c'est un succès, salue le président américain Joe Biden. Des frappes condamnées ce matin par l'Iran en soutien de ces rebelles Houthis, une escalade destructrice d'après Moscou. Record de commandes pour Airbus, plus de 2000 nets l'an dernier, alors que son concurrent Boeing traverse de nouveau une crise. Le régulateur américain ouvre une enquête sur une possible défaillance de l'avionneur Boeing après le décrochage en plein vol d'une porte d'un 737 MAX 9 aux États-Unis. France Info. Le 8-30 France Info, Agathe Lambray, Jean-Rémy Baudot. Toujours avec Sébastien Chenu, député Rassemblement national du Nord. On parlait de la place faite aux femmes dans ce gouvernement. Amélie Oudéa-Castéra, qui était ministre des Sports, va récupérer en plus l'éducation. Est-ce que ça vous semble compatible ? Pas vraiment. On a eu dans le passé déjà un ministre de l'Éducation qui avait été ministre de mémoire de la culture en même temps. C'était à l'époque Jack Lang qui avait... mais il y avait donc 2 administrations qui se faisaient face à face. Ça n'avait pas duré parce que c'est très difficile d'être à la tête de 2 ministères aussi chronophages. La préparation des JO, dont on sait qu'elle inquiète parce qu'on se demande si on sera vraiment prêt, les questions de sécurité que doit gérer par exemple le ministre de l'Intérieur pose évidemment beaucoup d'interrogations et Amélie Oudéa-Castéra devrait être attelée 24 heures sur 24 à cette tâche. Sauf qu'il faut aussi 24 heures sur 24 être ministre de l'Éducation nationale. Le bilan de Gabriel Attal, dont tout le monde se gargarise en 6 mois, en réalité laisse d'immenses trous dans la raquette, soit la revalorisation des professeurs. Je vous rappelle que leur régime indemnitaire n'a pas été revalorisé, que ce soit les programmes, que ce soit Parcoursup. Je veux dire, Gabriel Attal... Il y a eu des augmentations pour les
les enseignants. C'est pas le régime indiciaire, c'est le régime, ce sont les primes qui ont augmenté. Oui. Mais le régime indiciaire, pardon, j'ai dû peut-être dire indemnitaire, mais c'est le régime mais c'est juste indiciaire que les salaires ont quand même augmenté à la fin du mois. Mais les primes. Gabriel Attal a dit qu'il l'emmenait avec lui la cause de l'éducation à Matignon. Vous pensez qu'elle sera sous tutelle du président, du Premier ministre ? En fait, tout ça est tellement brouillon qu'on n'y comprend rien. C'est pareil sur la santé. C'est une des préoccupations principales des Français. Vous avez vu dans les sondages, parmi les principales préoccupations des Français, vous avez pouvoir d'achat, immigration, sécurité et santé. Et la santé est noyée aujourd'hui dans un ministère du Travail dont on se demande, avec les événements qu'on a traversés dans notre pays et de façon mondiale, pourquoi est-ce que c'est un sous-ministère ? Est-ce que c'est une sous-administration quand on sait les immenses défis qu'il y a à relever en matière de santé dans notre pays, de la désertification à la revalorisation des professions de santé ? Je veux dire, ça mérite des gens qui s'y attellent H24 et qui soient clairs dans les objectifs qu'ils font. Le problème, c'est que on ne comprend pas quels sont les objectifs de ce gouvernement. Et je dois dire que le Premier ministre, hier, ne nous a pas vraiment rassurés lorsqu'il s'est exprimé. Alors, le Premier ministre qui dit mener ce gouvernement avec différents projets, notamment la défense des classes moyennes. Il en parle comme d'une priorité. Il parle aussi d'un discours de fermeté sur l'abaya, le harcèlement, la question de l'uniforme. Ça, c'est ce qu'il avait fait au moment où il était ministre de l'Enseignement. Est-ce que ça veut dire qu'à travers ça, finalement, il est aussi un peu sur vos dossiers ? Est-ce qu'il vous laisse finalement des arguments, des angles d'attaque ? Bon, alors, sur les dossiers sur lesquels Gabriel Attal s'était attelé à l'Éducation nationale, il a, par décret, ouvert quelques dossiers qu'il n'a d'ailleurs pas refermés, mais l'abaya, le harcèlement, nous, on lui a donné le point en disant c'est très bien, nous, c'est ce qu'on demande depuis des années. Mais ça ne fait pas pour ça une politique éducative. Je vous ai expliqué le nombre de sujets en matière d'éducation qu'il n'a pas traités, qui sont en fait les grands sujets de fond sur lesquels, chez nous, travaille d'ailleurs Roger Chudeau, avec beaucoup de célérité. Gabriel Attal n'a pas pensé une politique de l'éducation et je serais très curieux de savoir quel est l'objectif en matière d'éducation, d'enseignement, d'instruction publique dans notre pays. Je ne le connais pas à l'heure d'aujourd'hui. Il faut dire qu'en réalité, on ne connaît pas grand-chose de ce que veut faire Gabriel Attal. Vous nous dites qu'il veut travailler sur les classes populaires ou les classes moyennes. Les classes moyennes, oui. C'est vrai que les classes populaires, ça fait longtemps qu'ils ont tiré un trait dessus. Les classes moyennes. Mais qu'est-ce qu'on voit dans notre pays ? On voit que l'État prélève beaucoup, redistribue mal et ouvre des guichets. Est-ce qu'on va sortir de cette logique ? Un État qui prélève beaucoup, on est un pays dans lequel on paye extrêmement d'impôts, qui redistribue mal, on le voit avec cette politique d'échec qui n'est ni pérenne, ni logique et qui ne résout pas de problème et qui ouvre donc des guichets. Je crois qu'il y a 12 guichets dits uniques ou 15 guichets dits uniques dans notre pays, donc ce ne sont plus des guichets uniques par définition, et qui montrent l'inefficacité en matière de résultats, puisqu'on voit les prix continuent à augmenter. L'indice des prix nous amène à une augmentation des prix dans notre pays qui est beaucoup plus forte que dans les autres pays de la zone euro. Non, on est plus bas de la plupart des pays européens. Non. C'était dans le vrai ou faux ce matin sur France Info. Pas du tout. Vous confondez l'indice des prix, pas du tout. Vous confondez, justement, je l'ai écouté. Vous confondez l'inflation et l'indice des prix. Moi, je vous parle de l'indice des prix. L'inflation, je l'ai écouté ce matin, on est à 12,9. Sur les prix, on est à 22%. Et l'indice des prix nous place, je crois, le 5e pays à partir des mauvais élèves. Derrière l'Espagne, le Portugal, les prix augmentent beaucoup plus vite dans notre pays que dans les autres pays de la zone euro. Ce n'est pas l'inflation. L'inflation ralentit moins fort qu'ailleurs. Elle est un peu plus faible que dans certains pays de la zone euro, mais elle ralentit moins fort. Et on a eu aussi en France un bouclier tarifaire qui a coûté 50 milliards d'euros au gouvernement. Et dans ce contexte, quel résultat ? Les prix n'ont pas augmenté autant qu'ils auraient dû. Le pouvoir d'achat des Français est impacté toujours, parce que c'est pas des politiques, si vous voulez, c'est pas des politiques pérennes. Et justement, la baisse d'impôts de 2 milliards promise par Emmanuel Macron pour les classes moyennes, Gabriel Attal s'y est engagé hier. Le président tiendra cet engagement. Ça, vous applaudissez ? Non, mais oui, d'accord, mais 2 milliards, c'est 30 € par foyer fiscal. Enfin, est-ce qu'on se rend compte des choses ? On se gargarise de chiffres en disant, regardez, 2 milliards, c'est 30 € par foyer fiscal. Quand vous avez les prix qui ont augmenté, notamment sur les produits de première nécessité ou sur de l'alimentaire de base, le pain, le sucre, qui ont bondi, 30 € par an, vous voyez, ça part immédiatement. Ce qu'il faut, c'est évidemment baisser les taxes, les TVA, augmenter les salaires. Nous, on a proposé de 10% jusqu'à 3 fois le SMIC en échange d'un gel des cotisations patronales pour redonner du pouvoir d'achat aux Français, pour réenclencher une économie réelle. Mais ça doit être fait de façon pérenne, pas des petits chèques qui se baladent ici et là, pas des
des scotch, du rafistolage permanent. Je vous le dis, il faut sortir de cette logique dans laquelle l'État prélève beaucoup, il redistribue mal et il ouvre des guichets. Il faut sortir de cette logique. Et Sébastien Chenu, Gabriel Attal, jeune, populaire, qui veut incarner l'autorité. Pour Emmanuel Macron, c'est l'arme anti-Bardella. Bardella-Attal, c'est le duel de demain ? Ça peut être un duel et en tous les cas, moi je trouve que ça valide ce que nous disons. Sur le fond, vous disiez, ce sont un peu vos sujets, le harcèlement, l'abaya, etc. Donc ça veut dire qu'en fait, oui, nous pointons des doigts les sujets auxquels les Français sont confrontés, sur lesquels ils veulent des réponses. Très bien, si d'autres finissent par venir sur nos sujets, moi je pense qu'à partir du moment où on fait les bonnes analyses, elles doivent être partagées par le plus grand nombre, tant mieux. C'est un adversaire de poids ou pas ? Est-ce que vous le reconnaissez ? On va voir. Sincèrement, pour l'instant, c'est plutôt Olivier Véran, visiblement, qui va aller aux élections européennes. Autant sur Gabriel Attal, je peux donner un crédit en disant on va regarder ce que le Premier ministre est capable de faire. Olivier Véran, l'homme du sectarisme, l'homme de la crise Covid gérée comme on le sait, l'homme de la tournée des mairies RN. Bon, là, je donne moins. Vous avez une préférence pour Gabriel Attal ? Je trouve qu'Olivier Véran, tête de liste à Renaissance, merci, allez-y, continuez. C'est quelqu'un que vous appréciez, Gabriel Attal, ou avec qui vous plaisantiez, selon Le Monde. Vous vous échangiez des petits mots à l'Assemblée via les huissiers quand il était ministre, vous le confirmez ? Non, mais les hommes et les femmes politiques dans ce pays ont encore une capacité de dialogue. Donc oui, lorsque Gabriel Attal était député, que je l'étais, avant qu'il ne soit ministre, on a siégé ensemble dans le précédent mandat. Et humainement, les choses se sont bien passées parce qu'il est courtois et qu'en cela, il ne ressemble pas à Madame Borne, qui était un exemple de sectarisme, de ringarditude et de nullité rarement atteint dans la République. Il n'empêche que Gabriel Attal, il vous a un peu dans le viseur hier soir aux 20h, par exemple. Oui. Il a parlé de l'Europe et en abordant des thèmes très précis, fustigeant ceux qui, je cite, préfèrent le vaccin russe contre le Covid, des responsables qui défendraient une alliance militaire avec la Russie. Ça, c'est des points sur lesquels il tente de vous fragiliser. Ouais, il tente, mais je pense qu'il va falloir vraiment qu'il trouve d'autres angles pour essayer de nous fragiliser. Moi, je dis au Premier ministre, combattez-nous, et d'ailleurs nos adversaires, combattez-nous sur ce que nous proposons, pas sur vos fantasmes. Sur les vaccins russes. Mais combattez-nous sur ce que nous proposons aux Français. Arrêtez. C'est ce que vous avez proposé aux Français, le vaccin russe. Marine Le Pen l'a proposé à plusieurs reprises. Non, mais d'accord, mais arrêtez d'imaginer que nous sommes des grands méchants loups. Regardez ce que nous proposons. Ou alors, ne venez pas sur les sujets que nous défendons, puisque lorsqu'il vient sur l'abaya ou sur le harcèlement... Non, mais sur les vaccins russes, typiquement, à partir mais quel est le problème ? Moi, je dis... Quelle est votre proposition sur l'Union européenne ? Puisqu'en fait, c'est ça derrière. Quelle est votre proposition sur l'Union européenne ? Quelle est notre proposition sur l'Union européenne ? Moi, j'ai regardé ce qui se passe aujourd'hui avec la présidence belge sur l'Union européenne. C'est un impôt européen qui est en train de s'ériger. Est-ce que ce gouvernement Gabriel Attal, défend un impôt européen ? Nous le combattons. C'est la fin de la PAC, c'est la baisse des crédits de PAC pour faire face à l'argent qui, évidemment, alimente le soutien à l'Ukraine. Qu'est-ce que ce gouvernement propose ? C'est sur ça, c'est de la libéralisation d'un certain nombre de visas pour des Kosovars dans l'Union européenne. Est-ce que c'est ça que soutient Gabriel Attal ? Alors qu'il y avait une note d'alerte du ministère de la Justice il y a quelques années montrant le danger de délivrer des visas à des Kosovars dans notre pays. Enfin, voilà, est-ce que ça peut faire l'objet d'un débat ? Si c'est ça, s'il y a un débat sur ça, ce sera toujours plus intéressant. Et on va continuer à en parler dans un instant des européennes, juste après le Fil Info. Sébastien Chenu, vice-président de l'Assemblée nationale. On revient après le Fil Info à 8h51 avec Diane Ferchit. Rachida Dati, ministre de la Culture, mettre à une telle fonction une femme qui est mise en examen est une faute morale indélébile, estime sur France Info le premier adjoint à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire. Gabriel Attal a lui salué une femme d'engagement et d'énergie. Le Premier ministre qui promet de l'action et des résultats. Il réunit pour la première fois son équipe en fin de matinée. Premier conseil des ministres pour le gouvernement Attal, ce sera à 11h. Les actionnaires et créanciers de Casino approuvent le plan de sauvegarde du groupe de distribution. Casino est fortement endetté. Le groupe avait signé en octobre un accord sur la restructuration de sa dette afin d'éviter la faillite. Une moyenne de 4,9% de hausse des prix à la consommation en France en 2023. C'est ce qu'indique l'INSEE ce matin, une inflation qui a légèrement ralenti par rapport à l'année précédente. Le comité olympique israélien va porter plainte auprès du tribunal arbitral du sport réaction après que la Fédération internationale de hockey sur glace a annoncé l'exclusion d'Israël des mondiaux ainsi que de toute compétition qu'elle organise. Elle invoque une question de sécurité. France Info. Le 8-30 France Info, Agathe Lambray, Jean-Rémy Baudot. Avec Sébastien Chenu, vice-président Rassemblement national de l'Assemblée.
Est-ce que vous incitez le nouveau Premier ministre à se soumettre au vote de confiance à l'Assemblée? Est-ce que vous voterez cette confiance? Alors, c'est une tradition qui n'a pas été respectée par sa prédécesseur, par Elisabeth Borne, qui probablement avait peur, avait la trouille de demander la confiance du Parlement. J'espère que le Premier ministre, à 34 ans, aura un peu plus de panache que Mme Borne et viendra demander la confiance du Parlement. C'est un signe de respect des parlementaires, de nos institutions. Quant à savoir si nous la voterons, il y a peu de chances que nous votions la confiance à ce gouvernement, car nous ne sommes pas d'accord avec ses logiques, mais j'espère bien que le Premier ministre vienne demander la confiance. C'est une histoire de trouille, de panache ou tout simplement de ne pas avoir de majorité? Ça revient à peu près au même. Ils ont peur de ne pas avoir de majorité. C'est factuel. Et donc, ils ont peur que ça se voit. Ils se disent, ça va mal partir si on n'a pas la confiance. Mais vous ne voteriez pas contre, en tout cas. Non, mais nous, on ne votera pas la confiance. On ne votera pas la confiance. Est-ce que derrière, après, il y a une motion de censure? C'est un autre débat. Et ça, est-ce que vous voterez une motion de censure déposée par les Insoumis, par exemple, s'il n'y avait pas de vote de confiance? Moi, je vote une motion de censure suite à un discours, à une proposition politique. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que Gabriel Attal veut faire. Par exemple, j'attends des résultats sur la réindustrialisation de notre pays. Moi, je défends, vous savez, on essaye de sauver Val-d'Une. Le gouvernement, je ne lui fais pas de mauvais procès. Mais aussi, on essaye de sauver Val-d'Une dans le Nord. Mais est-ce que la réindustrialisation du pays, c'est juste le rachat d'entreprises par des entreprises étrangères, ou est-ce que c'est une autre politique qui permet de relancer l'économie? Je ne sais pas ce que veut faire ce Premier ministre. Il va falloir qu'il aille au-delà de la parole et désormais avec ce gouvernement, au-delà de l'image, s'il veut pouvoir convaincre. Et d'ailleurs, le vote de confiance, c'est son boulot d'aller chercher la confiance des parlementaires, d'aller convaincre, d'expliquer sa méthode et sa logique politique. Aujourd'hui, on reste sur notre faim. Sébastien Chenu, la députée européenne Virginie Joron, Rassemblement national, a posté un message sur X qu'elle a ensuite supprimé, un message dans lequel elle décrit Gabriel Attal comme un homme politique adoubé par l'élite mondialiste de Bilderberg en 2023. Donc, pour expliquer, c'est un cercle d'influence, Bilderberg, qui se réunit tous les ans avec des responsables politiques, économiques. Et ce cercle alimente énormément de fantasmes chez les complotistes qui voient une sorte de gouvernement mondial occulte à la solde des Juifs, notamment. Est-ce que vous condamnez ce tweet qui a été supprimé? Je le trouve sans aucun intérêt et visiblement, je ne connais pas ce que c'est que Bilderberg, mais dire que Gabriel Attal est le représentant d'une certaine forme d'élite mondialisée, comme l'a Emmanuel Macron, tout à fait. Si derrière il y a un sous-entendu antisémite, feu rouge immédiatement. Hein. Moi, je n'accepte pas qu'on attaque le Premier ministre ni sur sa spiritualité, ni sur sa personnalité, ni sur sa vie privée. Ça, je pense qu'immédiatement, il faut mettre un feu rouge à ça. Oui, parce que vous n'êtes pas au courant, mais c'est un fantasme qui fait partie des éléments connus des mais moi je ne fais pas de la politique politique sur des fantasmes. Est-ce qu'elle peut être, par exemple, candidate aux européennes, cette députée européenne? Il y aura une commission d'investiture qui le dira. Elle a retiré le tweet, c'est qu'elle a dû probablement considérer que ce n'était pas très judicieux. Mais moi, je ne suis pas du tout complotiste. Donc on peut faire des mauvaises blagues à portée antisémite et c'est pas très grave en fait. Mais je ne sais pas si c'est à portée antisémite. Sincèrement, il ne faut pas non plus faire dire autre chose. Ne faites pas semblant de pas connaître Bilderberg. Je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais pas que derrière, il y avait évidemment cela. Peut-être que Virginie Joron, je veux bien lui en donner crédit, ne savait pas que derrière, il y avait aussi tout ça. Au-delà de ça, je rappelle la ligne, quand on fait de la politique, on combat des idées, on ne combat pas des hommes et on ne combat pas des fantasmes. Et c'est pareil de notre côté. Hein. Ne combattez pas les fantasmes que vous avez sur nous, combattez nos idées et notre programme si vous n'êtes pas d'accord. Donc je pense que c'est beaucoup plus sain d'agir ainsi. Le Conseil constitutionnel doit se prononcer le 25 janvier prochain sur la loi immigration. Certaines mesures pourraient être retoquées. Est-ce que vous leur demandez de ne pas le faire ou est-ce que vous en prendrez tout simplement acte? Je ne demande rien au Conseil constitutionnel. Je respecte normalement son indépendance, même si les nominations des membres du Conseil constitutionnel pourraient être repensées peut-être un jour. En tous les cas, je respecte l'avis du Conseil constitutionnel. Ce sera un avis qui sera probablement peut-être politique au sens où il invalidera des mesures. Et là, eh bien, ça voudra dire, et on verra ce que ce gouvernement fait, qu'il faut modifier la Constitution, qu'il faut aller plus loin, qu'il faut peut-être déclencher un référendum comme nous le réclamons avec Jordan Bardella et Marine Le Pen depuis longtemps sur l'immigration. Sinon, la situation est bloquée. On verra ce que ce gouvernement fait. On verra ce qu'il a dans le fond. Il y a un risque que le Conseil constitutionnel fasse de la politique, selon vous? Il y a toujours un risque que effectivement, de par la nomination des membres du Conseil constitutionnel, on pèse sur eux le soupçon qu'ils fassent de la politique. Mais moi, j'ai commencé mon propos en disant, moi, je respecte les fonctions d'indépendance. Le problème, c'est que quand vous dites ça, et moi, je respectais aussi les fonctions d'indépendance du premier président de la Cour des comptes. Parfois, vous êtes un peu déçus parce que vous vous rendez compte que certains jouent un peu avec ça. Quand Pierre Moscovici planque un rapport sur l'immigration qui doit alimenter la réflexion publique, la réflexion des parlementaires,
parlementaire. Bah oui, on Il a beau dire qu'on a envie de lui faire confiance. de quelques semaines. Oui, on a beau dire qu'on a envie de leur faire confiance, quand on découvre ça, c'est sûr que ça ruine un peu l'édifice. Donc moi, je fais confiance au Conseil constitutionnel, je respecte son indépendance, son mode de désignation, c'est autre chose. Et si il censure des pans de cette loi immigration, on verra comment le gouvernement réagit. Nous, on sait, on déclencherait en tous les cas un référendum. Très vite, Sébastien Chenu, parce qu'on doit bientôt terminer. Attendez-vous que Gabriel Attal relance le débat sur l'aide médicale d'État, comme Elisabeth Borne l'avait promis aux Républicains? Oui, ils ont voté contre, la majorité macroniste a voté contre la transformation que nous proposons, nous, au Rassemblement national, d'aide médicale d'État en aide médicale d'urgence, uniquement pour les cas d'urgence et pour sauver les vies ou contre les pandémies. Ils ont voté contre. Je pense qu'il faut évidemment que ce gouvernement aille plus loin, mais globalement qu'il aille plus loin en matière d'immigration. C'était l'acte 1. Nous, on sera là pour le pousser à aller plus loin, mais je crains qu'effectivement, avec Dupond-Moretti et Darmanin, tout ça se termine en eau de boudin. Sébastien Chenu, député Rassemblement national du Nord, vice-président de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup d'avoir été l'invité du 8h30 France Info. Merci beaucoup Agathe Lambré de m'avoir accompagné. On se retrouve demain dans 5 minutes. Les informés de Renaud Delieux. On va reparler évidemment de ce gouvernement qui penche à droite et puis de Rachida Dati. Est-ce une exception culturelle? Dati, on verra ça dans quelques instants.